Vic composa de nouveau le numéro de chez lui à 10 heures du soir. Pas de réponse. Il réessaya à 11 heures et n'obtint toujours rien. Il avait pourtant laissé sonner une bonne vingtaine de fois. Dès 10 heures, il commença à s'inquiéter vraiment. À 11 heures, il avait véritablement peur. De quoi, il n'en savait trop rien. Roger dormait. Vic fit le numéro dans le noir, écouta la sonnerie retentir à l'autre bout du fil dans le noir, puis raccrocha toujours dans le noir. Il se sentait seul, perdu comme un enfant. Il ne savait que faire, que penser. Inlassablement, son esprit lui jouait la même litanie. Elle est partie avec Kemp, partie avec Kemp, partie avec Kemp. La logique et la raison lui disaient pourtant le contraire. Vic se remémora tous les propos qu'il avait échangés avec Donna. Il ne cessait de se répéter les phrases, écoutant mentalement les moindres nuances d'intonation. Donna et Kemp s'étaient disputés. Elle lui avait conseillé d'aller trimballer ses bouts de papier ailleurs. C'est ce qui avait provoqué le petit billet doux vengeur. Cela ne ressemblait pas à une scène à l'eau de rose se terminant par la fuite des deux amants. Une dispute n'empêche pas une réconciliation, lui répliquait son esprit, avec une détermination froide et implacable. Et Tad? Elle n'aurait sûrement pas pris Tad avec elle. D'après sa description, Kemp paraissait d'une nature plutôt violente, et bien que Donna n'en ait rien dit, Vic avait le sentiment qu'il avait failli se passer quelque chose de très dur le jour où elle l'avait envoyé se faire voir ailleurs. On fait parfois de drôles de choses quand on est amoureux. Cette partie de lui-même, étrangère et jalouse, il n'en avait jamais pris conscience avant cet après-midi dans le parc, avait réponse à tout, et dans la nuit, le fait que la plupart de ses réponses ne tenaient pas debout ne comptait plus. Son esprit ne cessait de le ramener à deux points cruciaux. Kemp d'un côté, tu ne te poses pas de questions, et de l'autre, la vision du téléphone sonnant si longtemps dans leur maison vide de Castle Rock. Donna pouvait avoir eu un accident, elle et Tad pouvaient se trouver à l'hôpital, quelqu'un s'était peut-être introduit dans la maison, peut-être gisait-il assassiné dans leur chambre, mais si elle avait eu un accident, on l'aurait prévenu, au bureau, on savait dans quel hôtel Roger et lui étaient descendus. Dans l'obscurité, cette pensée ne lui procura aucun réconfort, car si personne n'avait appelé, cela renforçait l'hypothèse du meurtre. Le vol et puis le meurtre, lui susurrait une petite voix, tandis qu'il restait allongé dans le noir. Elle le ramenait ensuite brutalement à son obsession de départ, parti avec Kemp. Entre ces deux pôles d'attraction, son esprit lui soufflait une explication plus raisonnable qui le submergeait de colère. Donna et Tad avaient peut-être décidé d'aller passer la nuit chez des amis et avaient simplement oublié de l'avertir. Mais il était maintenant trop tard pour commencer à faire le tour des connaissances et leur demander si sa femme et son fils ne se trouvaient pas chez eux sans les alarmer. Il se disait qu'il pouvait appeler le bureau du shérif pour le prier d'envoyer quelqu'un vérifier, mais n'était-ce pas exagéré? Non, répondait son esprit. Si, répondait son esprit, complètement. Elle et Tad sont morts tous les deux, un couteau planté dans la gorge, disait une petite voix. On lit ça tout le temps dans les journaux. Cela s'est passé à Castle Rock, juste avant qu'on s'y installe. Le flic dingue, Frank Dodd. Parti avec Kemp, lui répétait la petite voix. À minuit, il essaya encore d'appeler, et cette fois-ci, la sonnerie du téléphone résonnant dans le vide lui donna l'affreuse certitude qu'il se passait quelque chose. Kemp, des cambrioleurs, des tueurs, mais quelque chose. Il se passait quelque chose, cela n'allait pas à la maison. Il reposa le combiné et alluma la lampe de chevet. « Roger, dit-il, réveille-toi. »« Hein ? On sait. » Roger avait posé son bras sur ses yeux, tentant de se protéger de la lumière. Il portait son pyjama à petit fanion jaune. « Roger ! Roger !» Le gros homme ouvrit les yeux, cligna des paupières et regarda le réveil. « Hé, Vic, on est au milieu de la nuit. »« Roger !» Vic déglutit, sa gorge produisant un bruit curieux. « Roger, il est minuit et Tad et Donna ne sont toujours pas rentrés à la maison. J'ai peur. » Roger s'assit, approcha le réveil de son visage pour vérifier les dires de son ami. 4 heures s'étaient écoulées depuis le premier appel de Vic. « Oh, ils ont sans doute eu la trouille de rester tout seuls à la maison, Vic. Althea emmène parfois les filles chez Sally Petrie quand je suis pas là. Elle dit que ça la rend nerveuse d'entendre le vent souffler sur le lac la nuit. »« Ok, mais elle m'aurait appelé !» La lumière allumée et la voix de Roger rendaient absurde l'idée selon laquelle Donna aurait pu s'enfuir avec Steve Kemp. Vic n'arrivait même pas à croire qu'il y ait pu y penser. Ses raisonnements s'étaient envolés. Quand Donna lui avait certifié que c'était fini avec Kemp, il l'avait cru, et il la croyait toujours. « Appelé ?» demanda Roger, qui ne saisissait pas encore très bien de quoi il retournait. « Elle sait que je téléphone à la maison presque tous les soirs quand je pars. Elle aurait appelé l'hôtel et laissé un message si elle était partie pour la nuit. Althea agirait autrement ?» Roger hocha la tête. « Non, bien sûr que non.
et elle donnerait un coup de fil et te laisserait un message pour que tu ne t'inquiètes pas, pour que tu ne te fasses pas le mauvais sang que je me fais en ce moment. Oui, mais elle a pu oublier, Vic. Les yeux bruns de Roger trahissaient pourtant un certain trouble. Évidemment, répliqua Vic, mais d'un autre côté, il a pu arriver quelque chose. Oh, elle a toujours ses papiers avec elle, non? Si Elétade avait eu un accident, Dieu nous en garde, les flics auraient d'abord appelé chez toi et ensuite au bureau. La standardiste leur... Ce n'est pas un accident que je pensais, l'interrompit Vic. Je me disais que... Sa voix se mit à trembler. Je me disais qu'Elétade était là-haut, tout seul, et... Oh, et puis merde, je sais pas, mais ça me fait peur, voilà tout. Appelle le bureau du shérif, répondit aussitôt Roger. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Une chose est sûre, c'est que tu ne risques pas de faire peur à Donna, elle n'est pas là. Mais bon Dieu, si ça peut te tranquilliser l'esprit, il n'est pas question de déclencher les sirènes et les gyrophares. Demande-leur simplement s'ils peuvent envoyer un flic pour voir si tout a l'air normal. Il y a des centaines d'endroits où elle pourrait se trouver. Et bon sang, elle est peut-être tout bêtement allée à une réunion tupperware si agréable qu'elle ne peut plus en décoller. Oh, Donna a horreur de ce genre de réunion. Oh, alors, elle a peut-être été faire une partie de cartes avec des copines, a perdu la notion du temps pendant que Tad dort dans une chambre d'amis. Vic se rappela Donna lui avouant comment elle s'était gardée de trop fréquenter les fameuses copines. Je ne voulais pas faire partie de ces bonnes femmes qui se réunissent pour des ventes de charité, lui avait-elle dit. Mais Vic ne désirait pas parler de ça à Roger. Ce sujet le rapprochait trop de Steve Kemp. Ouais, tu dois avoir raison, convint Vic. Tu as une clé cachée quelque part sur place? Oui, il y en a une accrochée sous la gouttière de la véranda. Ah, dis-le aux flics. Comme ça, ils pourront envoyer quelqu'un qui jettera aussi un coup d'œil à l'intérieur. À moins que tu ne gardes du hache ou de la coke chez toi et que tu préfères qu'ils n'y mettent pas le nez. Oh non, rien de ce genre. Alors fais-le, le pressa Roger avec impatience. Elle va sûrement t'appeler pendant qu'ils seront en route et tu te sentiras tout bête. Mais parfois, ça fait vraiment du bien de se sentir bête. Tu vois ce que je veux dire? Oui, fit Vic avec un pauvre sourire. Oui, je crois. Il décrocha une fois de plus le combiné, hésita, puis composa d'abord le numéro de chez lui. Pas de réponse. Le peu de calme que lui avait apporté Roger s'évanouit. Il demanda ensuite les renseignements et griffonna sur un bout de papier le numéro du commissariat. Il était maintenant 00h15, mercredi matin. Donna Trenton était assise, les mains posées légèrement sur le volant de la Pinto. Tad avait fini par se rendormir, mais d'un sommeil agité, il se tordait, se tournait, gémissait parfois. La jeune femme craignait qu'il ne fût en train de revivre en rêve la scène à laquelle il venait d'assister. Elle toucha le front de l'enfant. Celui-ci marmonna quelque chose, puis se dégagea. Ses paupières battirent un instant avant de se refermer. Il avait de la fièvre, sans doute à cause de la tension constante qu'il avait subie et de la peur. Donna, elle aussi, se sentait fiévreuse, et elle avait affreusement mal. Son ventre la faisait souffrir, mais il ne s'agissait là que de blessures superficielles, guère plus que des égratignures. Elle l'avait échappé belle. Cujo n'avait pas épargné sa jambe, cependant. Les blessures, là, étaient laides et profondes. Les morsures précisaient son esprit, comme s'il se délectait de l'horreur de la situation. Elles avaient beaucoup saigné avant de se refermer, mais bien qu'il y eût une trousse de secours dans la voiture, la jeune femme n'avait pas essayé de se faire un bandage pour arrêter l'hémorragie. Elle se doutait que, confusément, elle avait espéré que le sang laverait les blessures. Cela était-il possible, ou n'était-ce que des histoires de bonnes femmes? Elle ne le savait pas. Il y avait tant de choses qu'elle ne savait pas, tant de choses, mon Dieu. Le temps que les plaies cessent de saigner, la cuisse de Donna et son siège étaient couverts de ce liquide rouge et visqueux. Il fallut à la jeune femme 3 rouleaux de gaz pour protéger les blessures séchées. Il n'en restait plus d'autres dans la trousse. Il faudra en remettre, songea-t-elle, ce qui déclencha en elle une sorte de bref fou rire hystérique. Dans l'obscurité, la chair située juste au-dessus du genou semblait une terre sombre et labourée. Les élancements qui lui transperçaient la cuisse n'avaient pas diminué depuis la morsure du chien. Donna avait avalé sans eau 2 aspirines prises elle aussi dans la trousse, mais la douleur n'avait pas baissé d'un iota. De plus, elle avait un violent mal de tête, comme si on lui frottait lentement et de plus en plus fort un tas de fils de fer barbelés à l'intérieur de chaque tempe. La moindre flexion de la jambe transformait l'élancement en un coup glacé et terrible. Donna se demandait si elle pourrait tout simplement marcher, sans parler de courir jusqu'au porche. Mais quelle importance! Le chien gisait sur le gravier, entre la voiture et la porte qui donnait sur le porche, sa tête horriblement mutilée pendant de côté, mais ses yeux ne quittant pas l'automobile. Ne quittant pas ses yeux, à elle. Intuitivement, la jeune femme ne pensait pas que Cujo allait bouger, du moins pas avant le lendemain matin, quand le soleil le chasserait dans la grange, s'il faisait aussi chaud que toute la journée précédente.
Il veut ma peau, murmura Donna entre ses lèvres boursouflées. C'est vrai. D'une certaine façon, c'était vrai. Pour des raisons connues du destin seul, ou peut-être du chien lui-même, Cujo voulait la tuer. Lorsque la bête s'était écroulée sur l'allée, Donna était persuadée qu'elle allait mourir. Aucune créature n'aurait pu survivre au coup de portière qu'elle lui avait asséné. Son épaisse fourrure n'avait pas suffi à amortir les chocs. L'une des oreilles du Saint-Bernard ne tenait plus que par un filet de chair. Mais Cujo s'était peu à peu redressé sur ses pattes. Donna ne parvenait pas à en croire ses yeux, ne voulait pas en croire ses yeux. « Non !» avait-elle hurlé sans pouvoir se contrôler. « Non, couchez, tu devrais être mort. Couchez, couche-toi et meurs, espèce de saloperie de clébard. » « Maman, arrête !» avait soufflé Tad en se tenant la tête. « Tu fais mal, tu me fais mal. » Depuis, la situation n'avait pas évolué. Le temps avait repris son cours, si lent. Donna s'était plusieurs fois assuré que sa montre marchait encore en la portant à son oreille, tant les aiguilles lui paraissaient immobiles. Minuit 20. Que savons-nous de la rage, les enfants? Pas grand-chose. Quelques notions très vagues, sans doute tirées d'articles des suppléments week-end. Une feuille parcourue distraitement à New York chez le vétérinaire où elle avait emmené leur chatte Dina se faire vacciner. La rage, maladie du système nerveux, elle attaque lentement le dit système, mais comment? La jeune femme n'en avait aucune idée, et les docteurs non plus, probablement. Autrement, cette maladie ne serait pas considérée comme aussi dangereuse. Bien sûr, se dit-elle avec un brin d'espoir, je ne suis pas vraiment sûr que le chien soit enragé. Le seul chien enragé que j'ai jamais vu est celui que Gregory Peck abat dans Du silence et des ombres. Mais évidemment, celui-ci n'avait pas vraiment le virus, c'était du cinéma, et il s'agissait vraisemblablement d'un pauvre chien galeux du coin qu'on avait recouvert de mousse à raser Gillette. Mieux valait pourtant revenir à la première hypothèse, et comme le préconisait Vic, envisager le pire, du moins pour l'instant. Et puis, elle était certaine au fond d'elle-même que le chien avait la rage. Quoi d'autre pourrait expliquer un tel comportement? Cet animal était complètement fou. Et il l'avait mordu, méchamment. Que fallait-il en déduire? Les hommes pouvaient attraper la rage, elle le savait, et c'était une mort horrible, peut-être la pire. Il existait des vaccins, et l'on arrivait à soigner cette maladie par une série de piqûres. Ces injections étaient très douloureuses, mais sans doute pas autant que le mal dont souffrait le chien, là, dehors. Pourtant, elle croyait se rappeler avoir lu quelque part qu'on ne connaissait que 2 cas de personnes ayant survécu alors qu'on les avait soignées très tard, la maladie n'ayant été diagnostiquée qu'une fois les symptômes déclarés. L'un des survivants était un enfant qui avait complètement guéri, l'autre était un chercheur, spécialiste des animaux, qui en avait gardé des séquelles permanentes. Son système nerveux n'avait pas résisté. Plus on attendait de se faire soigner, moins on avait de chance. Donna se passa la main sur son front qu'elle trouva glacé de sueur. Quel était le délai limite? Plusieurs heures, plusieurs jours, des semaines, un mois peut-être, elle ne le savait pas. Soudain, la voiture sembla rétrécir. Elle atteignit la taille d'une Honda, puis celle de ces curieuses petites voitures à 3 roues qu'on donnait aux handicapés en Angleterre, avant de prendre les dimensions d'un habitacle de sidecar pour enfin se transformer en cercueil. Un cercueil à 2 places pour elle et Tad. Il fallait qu'il sorte, qu'il sorte, qu'il sorte. Sa main cherchait déjà la poignée avant même qu'elle eût le temps de se reprendre. Son cœur battait la chamade, accélérant le rythme des élancements qui lui trouaient le crâne. Pitié, songea-t-elle. Je me sens suffisamment mal, sans claustrophobie. Pitié, pitié. La soif la tenaillait de nouveau, plus pénible que jamais. Donna regarda dehors et s'aperçut que Cujo, dont le corps semblait coupé en 2 par la fêlure de la vitre, ne l'avait pas quitté des yeux. « Au secours, quelqu'un » cria-t-elle silencieusement. « Pitié, au secours, pitié » Roscoe Fisher s'était garé à l'abri de la camionnette de Jerry lorsqu'il reçut l'appel. Il guettait soi-disant les excès de vitesse, mais piquait en fait un petit roupillon. À minuit et demi, un mercredi matin, la route 117 était totalement déserte. Il comptait sur le petit réveil qu'il avait dans le crâne pour le réveiller à 1 heure. Quand le drive-in fermerait ses portes, il y aurait peut-être un peu d'animation à ce moment-là. « Voiture 3, répondez. Voiture 3, à vous !» Roscoe sursauta, renversant un gobelet de polystyrène qui contenait encore du café froid sur son pantalon. « Quelle merde !» se lamenta Roscoe. « Ah, chouette saloperie !»« Voiture 3, vous entendez? À vous !» Il saisit le micro et l'ouvrit en poussant le bouton. « Je vous entends !» Il avait envie d'ajouter qu'ils avaient intérêt à ne pas l'appeler pour rien, car il avait maintenant le cul qui trempait dans une mare de café froid, mais on ne savait jamais qui contrôlait les liaisons radio, même à minuit et demi. « Vous devez vous rendre au 83, rue Larche, annonça Billy. Résidence de monsieur et madame Victor Trenton.
Inspectez les lieux. À vous. Raison de l'inspection? À vous. Trenton est à Boston et personne ne répond au téléphone. D'après lui, il devrait y avoir quelqu'un. À vous. Si c'est pas le pied, ça, se dit amèrement Roscoe Fisher. Maintenant, je vais en avoir pour 4 $ de nettoyage, et si je dois arrêter un chauffard, il va croire que j'étais tellement excité à l'idée de l'agrafer que j'en ai pissé dans mon froc. J'y vais. Chronométré, fit Roscoe en démarrant sa voiture pie. À vous. Je mets le départ sur minuit 34, répondit Billy. Il y a une clé pendue juste sous la gouttière de la véranda, voiture 3. Monsieur Trenton voudrait que vous entriez à l'intérieur si la maison paraît vide. À vous. Compris, terminé. Terminé. Roscoe alluma ses phares, descendit la grande rue déserte de Castle Rock, passa devant le parc et son kiosque à musique au toit conique vert. Il fit grimper la colline à sa voiture, puis, juste avant le sommet, prit à droite dans la rue Larche. La maison des Trenton était la deuxième à partir du coin, et Roscoe songea que, de jour, il devait avoir une belle vue sur la ville. Il gara la Fury 3 sur le trottoir et sortit en refermant sans bruit la portière. La rue était obscure, profondément endormie. Il s'immobilisa un instant, essaya en grimaçant d'éloigner de sa peau l'entrejambe humide de son pantalon d'uniforme, puis remonta l'allée. Elle était vide, de même que le petit garage situé près de la maison. Roscoe aperçut un tricycle à l'intérieur, le même que celui de son fils. Il referma la porte du garage et se dirigea vers la véranda. Il remarqua un exemplaire de l'Écho gisant au pied de la porte. Le policier le ramassa et tourna la poignée de la porte qui s'ouvrit. Il pénétra sous la véranda en ayant l'impression d'être un intrus. Il posa le journal sur la balancelle et pressa la sonnette. Le carillon retentit, mais personne ne se manifesta. Il sonna encore 2 fois, laissant passer un intervalle de 3 minutes entre les deux pour permettre à la dame de se réveiller, d'enfiler une robe de chambre et de descendre les escaliers, si la dame en question était là. Voyant que rien ne se produisait, il essaya d'ouvrir la porte. Elle était fermée. Le mari est parti et elle a dû rester chez des amis, pensa-t-il. Mais Roscoe Fisher ne put malgré tout s'empêcher de trouver curieux qu'elle n'en ait pas averti son mari. Le policier promena ses doigts sous la gouttière et y découvrit la clé que Vic avait rangée là, peu de temps après que les Trenton eurent emménagé. Il s'en saisit et déverrouilla la porte d'entrée. S'il avait, comme Steve Camp cet après-midi-là, choisi la porte de service, il aurait pu rentrer directement. Comme beaucoup de gens à Castle Rock, Donna ne pensait pas souvent à fermer derrière quand elle sortait. Roscoe entra. Il avait une torche électrique, mais préférait éviter de s'en servir. Cela aurait encore renforcé son sentiment d'être un intrus en infraction à la loi. Un cambrioleur à l'entrejambe largement taché de café. Il chercha l'interrupteur et en trouva 2. Le premier commandait la lumière de la véranda, et il s'empressa de le refermer. Celui du dessous s'avéra allumer la lampe de la salle de séjour. Il regarda lentement autour de lui, doutant de bien voir. Il crut d'abord à une illusion d'optique due à l'aveuglement provoqué par la lumière ou quelque chose de ce genre. Mais la scène resta telle que, et Roscoe sentit son cœur battre plus vite. Ne toucher à rien, songea-t-il. Quel fouillis pas possible! Il avait oublié le café renversé sur son pantalon, l'impression d'être un intrus. Il avait peur et se sentait tout excité. Il s'était passé quelque chose, sans aucun doute. On avait saccagé la salle de séjour. Le sol était couvert de morceaux de verre provenant d'une vitrine fracassée. Les meubles étaient renversés, les livres gisaient un peu partout dans la pièce. Le grand miroir surmontant la cheminée avait été brisé. 7 ans de malheur, se dit Roscoe, qui se mit brusquement et sans motif apparent à penser à Frank Dodd, avec qui il avait si souvent patrouillé. Frank Dodd, ce sympathique petit flic de province, qui était en fait un maniaque ayant assassiné des femmes et des enfants. Roscoe sentit la chair de poule le parcourir. Ce n'était ni le moment ni l'endroit de penser à Frank Dodd. Il traversa la salle à manger, où tout ce qui se trouvait sur la déserte avait été balayé, en évitant soigneusement les débris. Un tableau, pire encore, l'attendait dans la cuisine. Un frisson glacé lui remonta l'échine. Un fou était passé par là. Les portes du placard servant de bar étaient grandes ouvertes, et quelqu'un avait pris la cuisine pour un jeu de massacre dans une fête foraine. Le sol disparaissait sous les casseroles, et une matière blanche semblable à de la neige, mais qui devait être de la lessive. Sur le pense-bête, tracé à la va-vite en grosses lettres capitales, on pouvait lire « Je t'ai laissé quelque chose là-haut, mon chou ». Roscoe Fisher n'eut soudain plus du tout envie de monter à l'étage. Il n'aurait voulu pour rien au monde devoir monter là-haut. Il avait participé à 3 nettoyages, des carnages que Frank Dodd avait laissés derrière lui, et notamment lorsqu'on avait découvert le corps de Mary Kate Andreessen, violée puis assassinée dans le kiosque à musique du jardin public. Il ne voulait plus jamais revoir une chose pareille. Mais imaginez que la femme se trouve là-haut, tuée d'un coup de fusil, poignardée ou étranglée.
Roscoe avait déjà vu pas mal d'horreurs sur le bord des routes et avait même fini par s'y habituer. 2 ans auparavant, pendant l'été, Billy, le chef Bannerman, et lui avaient dû retirer des morceaux d'un homme tombé dans une trieuse de pommes de terre. Et franchement, ce n'était pas beau à voir. Mais il n'avait plus été confronté à un meurtre depuis celui de la fille Andrazon, et priait pour que cela n'arrive pas cette nuit. Il ne sut pas s'il devait se tenir soulagé ou écœuré par ce qu'il découvrit sur le dessus de l'île des Trenton. Roscoe retourna à sa voiture et appela le commissariat. Lorsque la sonnerie du téléphone retentit, Vic et Roger se tenaient tous les deux devant la télévision, silencieux et fumant cigarette sur cigarette. On passait la première version de Frankenstein. Il était 1h20. Vic saisit le combiné avant même que la première sonnerie ne se tût. « Allô, Donna, c'est... »« C'est bien Monsieur Trenton ?» fit une voix masculine de l'autre bout du fil. « Oui. Ici le shérif Bannerman, Monsieur Trenton. Je crains d'avoir d'assez mauvaises nouvelles à vous annoncer. Je suis des... »« Sont-ils morts ?» demanda Vic. Il éprouvait soudain la sensation de n'être plus qu'en 2 dimensions, de ne plus exister vraiment, pas plus que les visages de ces figurants entrevus à l'arrière-plan d'un vieux film, comme celui qu'il était en train de regarder avec Roger. La question fut proférée sur le ton de la conversation. Du coin de l'œil, Vic aperçut l'ombre de Roger qui se levait vivement. Cela n'avait aucune importance, mais rien d'autre n'en avait non plus. Pendant les quelques secondes écoulées depuis qu'il avait décroché, il avait eu le temps de contempler son existence et de se rendre compte que tout n'était que trucage et faux semblant. « Monsieur Trenton, l'agent Fisher a reçu l'ordre d'aller... »« Mais arrêtez vos conneries, répondez à mes questions. Sont-ils morts ?» Il se tourna vers Roger, dont le visage interrogateur avait pris une teinte grisâtre. Derrière lui, sur l'écran, les ailes factices d'un moulin tournaient contre un ciel faux, lui aussi. « T'as une cigarette, Roger ?» Roger lui entendit une. « Vous êtes toujours là, monsieur Trenton ?»« Oui, mais sont-ils morts ?»« Nous ne savons absolument pas où peuvent se trouver votre femme et votre fils actuellement, » répondit Bannerman. Vic sentit brusquement ses entrailles reprendre leur place. Le monde regagna un peu de ses couleurs habituelles. Vic se mit à trembler, la cigarette encore éteinte tressauta entre ses lèvres. « Que se passe-t-il? Que savez-vous? Vous disiez que vous êtes Bannerman ?»« Le shérif du comté de Castle, oui. Et je vais essayer de vous décrire la situation, si vous m'en laissez le temps. »« Ok, d'accord. » Vic était effrayé maintenant, tout allait trop vite. L'agent Fisher a reçu l'ordre d'aller inspecter chez vous, au 83 rue Larche, à minuit 34 exactement, et sur votre demande. Il assure qu'il n'y avait pas de voiture ni dans l'allée, ni dans le garage. Il a sonné plusieurs fois à la porte d'entrée, et ne recevant pas de réponse, a pénétré à l'intérieur en se servant de la clé accrochée sous la gouttière. Il a trouvé la maison complètement saccagée, meubles retournés, bouteilles d'alcool fracassées, de la lessive déversée sur le sol, et les éléments de cuisine... « Bon Dieu, Kemp !» murmura Vic. Ses pensées tourbillonnantes s'arrêtèrent sur le message « Tu ne te poses pas de questions ?» Il se rappela avoir pensé que cette note, sans tenir compte du reste, témoignait d'un esprit des plus inquiétants. Une vengeance pareille pour avoir été laissé tomber. Qu'avait fait Kemp maintenant? Qu'avait-il fait à part prendre leur maison pour un champ de bataille? « Monsieur Trenton ?»« Oui, je suis là. » Bannerman s'éclaircit la gorge, comme s'il éprouvait quelque difficulté à raconter la suite. L'agent Fisher est monté à l'étage. Là, rien n'avait été touché, mais il a découvert des traces d'un liquide blanchâtre, probablement du sperme, sur le couvre-lit de la grande chambre. Puis, faisant une ellipse involontairement comique, il ajouta « Il ne semblait pas qu'on ait dormi dans le lit. »« Et où est ma femme ?» hurla Vic dans le combiné. « Où est mon fils? Vous ne savez vraiment rien ?»« Calme-toi, » dit Roger en lui posant la main sur l'épaule. C'était facile à dire pour lui. Sa femme dormait paisiblement dans son lit, ses jumelles dans le leur. Vic repoussa la main. « Monsieur Trenton, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'une équipe d'inspecteurs de la police d'État est sur l'affaire, et que mes hommes les aident dans leur enquête. Ni votre chambre, ni celle de votre fils ne semblent avoir été dérangées. À part le foutre sur notre lit, vous voulez dire, rétorqua brutalement Vic. Roger tressaillit comme sous une gifle, sa bouche s'ouvrit, béante. Oui, eh bien, c'est cela. Bannerman semblait embarrassé. Mais je voulais vous dire qu'il n'y avait aucun signe de violence perpétrée contre une ou plusieurs personnes. Il ne s'agit apparemment que de pur vandalisme. Où sont Donna et Tad, alors? La dureté se mut en totale confusion, et Vic sentait la brûlure des larmes du petit garçon au coin de ses yeux. Pour le moment, nous n'en avons aucune idée, monsieur Trenton. Kemp, mon Dieu, Kemp. Et si c'est Kemp qui les garde? Pendant une fraction de seconde, il entrevit une image troublante du rêve qu'il avait fait la nuit précédente. Donna et Tad se cachant sur leur corniche, menacés par une horrible bête. La vision s'évanouit. Si vous avez le moindre soupçon concernant l'auteur de tout ceci, monsieur Trenton... Je file à l'aéroport. Il aurait une voiture là-bas, déclara Vic. Je serai là vers 5 heures.
Oui, monsieur Trenton, répondit patiemment Bannerman. Mais si la disparition de votre femme et de votre fils a quelque chose à voir avec cet acte de vandalisme, gagner du temps nous serait très précieux. Si vous pensez seulement à quelqu'un qui pourrait vous en vouloir, à vous et à votre femme, que vous ayez des preuves ou simplement des impressions... Kemp, lâcha Vic d'une voix faible et étranglée. Il ne put retenir les larmes plus longtemps. Elles venaient. Il les sentait couler le long de ses joues. C'est Kemp qui a fait ça. Je suis sûr que c'est Kemp. Oh bon sang, que va-t-il faire d'eux si c'est lui qui les retient? Qui est ce Kemp? Interrogea Bannerman. Sa voix ne laissait plus transparaître le moindre embarras. Elle était maintenant sèche et autoritaire. Vic prit le combiné dans sa main droite, et de l'autre il se masqua les yeux, oubliant ainsi Roger, oubliant la chambre d'hôtel, le son de la télévision, tout ce qui l'entourait. Il se retrouvait seul, plongé dans l'obscurité, ne percevant plus que le tremblement de sa propre voix et le glissement humide des larmes sur sa peau. « Steve Kemp, répondit-il. Il tient une boutique de décapage de meubles en ville. Mais il est parti maintenant. Enfin, ma femme m'a dit qu'il était parti. Lui et ma femme, Donna, ils ont eu une liaison. Ils ont couché ensemble, mais ça n'a pas duré longtemps, et elle lui a dit que c'était fini. Je l'ai découvert parce que j'ai reçu une lettre très sale. Je suppose qu'il voulait se venger. Je pense qu'il n'a pas apprécié du tout de se faire larguer. Tout cela, à la maison, ça ressemble à une version amplifiée de son message. Il se frotta les paupières en appuyant si fort qu'il ne distingua plus qu'un univers d'étoiles rouges qui explosait. Peut-être aurait-il préféré voir notre mariage craquer, ou peut-être qu'il s'est simplement foutu en rogne. Donna m'a dit qu'il se mettait toujours dans cet état quand il perdait un match de tennis, qu'il était du genre à ne même pas vouloir serrer la main du gagnant par-dessus le filet. Le tout est de savoir... Sa voix s'étreignit brusquement, et il dut se racler la gorge pour la faire revenir. Il avait l'impression d'avoir la poitrine prise dans une bande qui se resserrait, se desserrait puis se contractait de nouveau. Le tout est de savoir jusqu'où il peut aller. Il a très bien pu les emmener, Bannerman. Il en est capable, d'après ce que je sais de lui. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Enfin, pas vraiment un silence. Le grattement d'un crayon sur du papier. Roger remit sa main sur l'épaule de Vic, qui cette fois l'accepta avec reconnaissance. Il avait soudain très froid. « Monsieur Trenton, avez-vous la lettre que Steve Kemp vous a envoyée ?»« Non, je l'ai déchirée. Je suis désolé, mais à ce moment-là, était-elle par hasard écrite en lettres capitales ?»« Oui, c'est ça. » L'agent Fisher a trouvé un message écrit en lettres capitales sur le petit tableau de la cuisine. Il disait « Je t'ai laissé quelque chose là-haut, mon chou. » Vic émit un léger grognement. Le dernier espoir qu'il pouvait s'agir de quelqu'un d'autre, d'un voleur ou d'une bande de gosses, s'envolait en fumée. « Va voir là-haut ce que je t'ai laissé sur le lit, c'était signé Kemp. » La phrase du tableau n'aurait pas déparé de la lettre de Kemp. « Le message semble indiquer que votre femme ne se trouvait pas là quand il l'a écrit, » fit remarquer Bannerman. Mais aussi troublé qu'il fût, Vic perçut la fausse note dans le ton du shérif. « Elle a pu rentrer avant qu'il soit parti, et vous le savez aussi bien que moi, » rétorqua Vic sombrement. « Rentrer de course ou faire réparer son carburateur chez le garagiste, enfin n'importe quoi. »« Savez-vous quelle voiture conduit Kemp ?»« Je ne crois pas qu'il ait de voiture, plutôt un fourgon. »« Quelle couleur ?»« Je ne sais pas. »« Monsieur Trenton, je vous propose de revenir à Boston, et si vous louez une voiture, je vous conseille d'être prudent. Ce ne serait vraiment pas malin si on retrouvait votre petite famille en parfaite santé et que vous vous tuiez sur la route en arrivant. »« Ok, d'accord. » Vic ne voulait conduire nulle part, ni vite, ni lentement. Il n'avait qu'un désir, se cacher, et plus encore il aurait aimé se retrouver 6 jours en arrière. « Encore une chose, monsieur. »« Oui, quoi ?»« En chemin, essayez de dresser mentalement la liste des amis et connaissances de votre femme dans le coin. Il est encore tout à fait possible qu'elle soit allée passer la nuit chez des amis. »« Oui, bien sûr. » Pour l'instant, le plus important est qu'il n'y ait aucune trace de violence. « Et le rez-de-chaussée complètement foutu en l'air, » répliqua Vic. « Vous n'appelez pas ça de la violence ?»« Oui, » reconnut Bannerman mal à l'aise. « Bon, j'arrive, » conclut Vic avant de raccrocher. « Vic, je suis vraiment désolé, » déclara Roger. Vic évita le regard de son vieil ami. « Porter les cornes, songea-t-il. C'est bien ce qu'on dit, non? Maintenant Roger sait que j'ai des cornes. » « Ça va, » dit Vic, en commençant de s'habiller. « Tous ces problèmes, et tu es quand même venu avec moi ?»« Bon, ça aurait servi à quoi de rester à la maison, s'enquit Vic. Ça s'est passé. Je ne l'ai appris que jeudi. Je pensais qu'un peu d'éloignement, le temps de réfléchir, un peu de recul, et puis je ne sais plus à quoi j'ai pu penser encore. Enfin, voilà le résultat. »« Mais ce n'est pas de ta faute, » s'empressa de souligner Roger. « Au point où j'en suis, je ne sais plus très bien ce qui est de ma faute et ce qui ne l'est pas, Roger.
Je suis inquiet pour Donna, et penser à Tad me rend complètement fou. Tout ce que je veux, c'est être là-bas, et foutre la main sur ce salaud de Kemp. » Le ton de sa voix était monté avant de retomber brusquement. Ses épaules s'affaissèrent. Il parut un instant épuisé, vieux et presque à bout de force. Il se dirigea vers la valise ouverte sur le sol et se mit en quête de vêtements propres. « Appelle l'agence Avis à l'aéroport et loue-moi une auto, tu veux bien? Mon portefeuille est sur la table de nuit. Ils vont demander le numéro de ma carte American Express. Ok, je la retiens pour nous deux, je rentre avec toi. »« Mais non. Si. Il n'y a pas de mais. » Vic enfila une chemise bleu marine. Il l'avait déjà boutonnée à moitié quand il s'aperçut qu'il s'était trompé de boutonnière et que les pans ne se trouvaient pas l'un en face de l'autre. Il recommença. Il se mettait en mouvement et l'action lui faisait du bien, mais la sensation d'irréalité n'avait pas encore disparu. Des plans de cinéma lui traversaient encore la tête, plans où le marbre n'était en fait que du papier adhésif, où toutes les pièces se terminent juste après la limite du champ de la caméra, où quelqu'un rôde toujours, une claquette à la main. Scène 41, Vic convainc Roger de continuer à bosser, premier plan. Il était acteur, et tout ceci n'était qu'un film complètement absurde, mais il se sentait indéniablement mieux depuis qu'il s'agitait. « Hé, mon vieux !»« Non, Roger, cette histoire ne change rien à la situation d'AdWorks par rapport à la compagnie Sharp. Si je suis venu quand même après avoir appris au sujet de Donna et de ce type, c'est en partie parce que je voulais faire bonne figure. Je crois que personne n'aurait envie de faire savoir que sa femme fricote ailleurs, mais c'est surtout parce que je suis conscient que ceux dont nous avons la charge doivent bouffer, même si ma femme décide de se taper un autre mec. »« Calme-toi, Vic, arrête de te torturer avec ça. »« J'ai peur de ne pas pouvoir y arriver, » répondit Vic. « Même maintenant, j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver. »« Et moi, je ne peux pas aller à New York comme si de rien n'était. »« Mais il ne s'est rien passé, pour autant qu'on sache. Les flics n'ont pas arrêté d'insister là-dessus. Tu peux continuer, tu peux régler cette affaire. Peut-être qu'on n'en tirera rien du tout au bout du compte, mais il faut essayer, Roger. Il n'y a pas 36 solutions. Et puis, tu ne pourrais rien faire de vraiment utile dans le Maine. »« Oh, bon sang, tout ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. »« Mais non, allez, je t'appelle au Biltmore dès que j'ai du nouveau. » Vic remonta la fermeture éclair de son pantalon et enfila ses mocassins. « Appelle Avis maintenant, s'il te plaît. Je prendrai un taxi en bas pour aller jusque là-bas. Tiens, voilà mon numéro de carte de crédit. » Il l'inscrivit sur un morceau de papier et Roger le regarda silencieusement passer son manteau puis se diriger vers la porte. « Vic !» commença Roger. Vic se retourna et Roger l'étreignit maladroitement, mais avec une force inattendue. Vic le serra à son tour, pressant sa joue contre l'épaule de son ami. « Je prie pour que tout se passe bien, » fit le gros homme d'une voix rauque. « Moi aussi, » répondit Vic avant de sortir. L'ascenseur émit un léger bourdonnement en descendant. « Il ne bouge pas vraiment, songea Vic. Un simple effet sonore. » Deux ivrognes se soutenant mutuellement pénétrèrent dans la cabine au moment où il en sortait. « Des figurants, pensa-t-il. » Il s'adressa au portier, encore un figurant, et 5 minutes plus tard, un taxi s'approchait du vélum bleu de l'hôtel. Le chauffeur du taxi était un noir plutôt taciturne. Sa radio diffusait les programmes d'une station de soul music sur la bande FM. Les Temptations chantèrent Power pendant un temps qui parut très long à Vic, tandis que la voiture le conduisait à l'aéroport en traversant des rues pratiquement désertes. « Ça ferait un décor de cinéma super, » se dit Vic. Les Temptations furent enfin remplacés par un programmeur au ton enjoué et syncopé qui donna les prévisions météorologiques. « Il avait fait chaud hier, mais vous n'aviez encore rien vu, les mecs. Aujourd'hui serait le jour le plus chaud de l'été, ce serait peut-être même un record. » Altitude Lou McNally, notre grand spécialiste météo, annonçait des températures atteignant 38 degrés demain à l'intérieur des terres et pas beaucoup moins sur la côte. Des masses d'air chaud venant du sud s'étaient installées sur la Nouvelle-Angleterre, qui resterait soumise de façon durable à un régime anticyclonique. Alors un petit conseil à la page, passez la journée à la plage, concluait le programmateur de sa voix rythmée. Je crois que ça va pas être le pied de passer la journée enfermé. Suivez donc l'exemple de Michael Jackson, lui s'en va off the wall. Ces prévisions météorologiques ne signifiaient pas grand-chose pour Vic, mais elles auraient encore accentué l'état de terreur dans lequel se trouvait Donna si elle en avait eu connaissance. De même que la veille, Charity s'éveilla peu avant l'aube. Elle prêta l'oreille instinctivement, et un instant on ne sut pas vraiment ce qu'elle cherchait à percevoir. Puis elle se rappela brusquement le craquement du plancher, des bruits de pas. Elle écoutait pour savoir si son fils allait se relever, mais la maison restait silencieuse. Charity se leva, s'approcha de la porte et jeta un coup d'œil dans le couloir. Il était vide. Après une minute de réflexion, elle se dirigea vers la chambre de Brett et regarda à l'intérieur. Seul dépassait des draps une mèche de cheveux de l'enfant. S'il avait eu une crise, c'était avant le réveil de sa mère. Il semblait maintenant profondément endormi.
Charity retourna dans sa chambre et s'assit sur le lit, observant la mince ligne blanche qui se dessinait à l'horizon. Elle savait que sa décision était prise. Mystérieusement, en secret, pendant qu'elle dormait, elle se sentait maintenant capable, dans la lueur froide et blafarde du petit jour, d'examiner ce qu'elle venait de décider, d'en évaluer le prix. Il lui vint à l'esprit qu'elle ne s'était pas confiée à sa sœur Holly comme elle aurait cru le faire. Elle en avait eu envie jusqu'à l'épisode des cartes de crédit au déjeuner de la veille. Ensuite, le soir, Holly n'avait cessé de dire à son aîné combien coûtait ceci et cela, la Buick 4 portes, la télévision couleur Sony, le parquet de l'entrée. On eût dit que dans son esprit, chacun de ces objets portait toujours une étiquette invisible indiquant son prix. Charity aimait sa sœur avec la même tendresse. Holly avait bon cœur, elle était impulsive, chaleureuse et affectueuse. Mais sa façon de vivre l'avait contrainte à refuser certaines vérités implacables concernant l'enfance pauvre qu'elle avait menée dans la campagne du Maine avec Charity. Des vérités qui étaient plus ou moins responsables du mariage de sa sœur avec Joe Camber, alors que la chance, la même que celle à qui Charity devait son billet de loterie gagnant, lui avait permis de rencontrer Jim et d'échapper pour toujours à cette vie de rustre. Charity craignait qu'en avouant à sa sœur qu'elle avait essayé d'obtenir la permission de Joe pendant des années pour pouvoir venir, que le voyage n'avait pu s'effectuer que grâce à une stratégie plutôt primaire de sa part, et que même ainsi elle avait failli se faire fouetter à coups de ceinture, elle craignait qu'en avouant ces choses à Holly, celle-ci, révoltée, ne se mette en colère, au lieu de lui apporter réflexion et réconfort. Pourquoi en colère? Peut-être parce qu'au fond d'elle-même, là où les Buick, les télécouleurs à tubes Trinitron et les parquets de bois ne parvenaient plus à produire leur effet rassurant, Holly se rendait compte qu'elle avait frôlé un mariage similaire, une vie similaire. Charity n'avait rien dit, car sa sœur s'était retranchée dans sa vie de bonne bourgeoise citadine, comme un soldat de garde dans un abri couvert. Elle avait préféré se taire parce que la colère et la révolte ne pouvaient résoudre ses problèmes. Parce que personne n'aime jouer les bêtes curieuses, passant ses jours, ses semaines, ses mois et ses années avec un homme déplaisant, taciturne et parfois effrayant. Charity s'était aperçue qu'il s'agissait là de choses dont on ne parlait pas. La honte ne constituait pas une explication. Il valait parfois mieux, par gentillesse, garder une façade. Et surtout, elle n'avait rien dit parce que cela ne regardait qu'elle. Ce qui se passait avec Brett était son problème, et de plus en plus, au cours de ces 2 derniers jours, elle en était venue à penser que l'avenir de l'enfant dépendrait moins, au bout du compte, d'elle et de Joe que de Brett lui-même. Charity ne divorcerait pas. Elle continuerait à mener sa petite guérilla contre Joe pour garder son fils, essayer de faire pour le mieux. Sa peur de voir Brett chercher à imiter son père lui avait fait oublier, ou négliger, qu'un jour venait où les enfants se mettaient à juger leurs parents, le père comme la mère, et la société qui les entoure. Brett avait remarqué l'obstentation avec laquelle Holly montrait ses cartes de crédit. Charity espérait simplement qu'il remarquerait aussi que son père mangeait avec son chapeau vissé sur la tête, entre autres choses. Le soleil se levait. La jeune femme prit sa robe de chambre accrochée derrière la porte et l'enfila. Elle aurait voulu prendre une douche, mais n'osait le faire tant que les autres ne seraient pas debout. Des étrangers, voilà ce qu'ils étaient pour elle. Même le visage de Holly lui apparaissait maintenant presque inconnu. Il ne ressemblait plus beaucoup à celui des clichés que Charity avait apportés avec elle. Holly elle-même avait eu visiblement du mal à se reconnaître sur les albums. Il retournerait à Castle Rock, dans cette maison située tout au bout de la route municipale numéro 3, près de Joe. Elle reprendrait le fil de sa vie, et les choses suivraient leur cours. Cela vaudrait mieux. Elle se rappela qu'elle devait téléphoner à Alva juste avant 7 heures, pendant qu'il prendrait son petit déjeuner. 6 heures venaient de passer, et le jour était déjà lumineux quand Tad eut des convulsions. Il s'était réveillé d'un sommeil apparemment profond vers 5h15, et avait tiré Donna de sa somnolence en se plaignant d'avoir faim et soif. Comme s'il venait de presser un petit bouton à l'intérieur d'elle-même, Donna s'était aperçue pour la première fois qu'elle aussi mourait de faim. La soif ne l'avait pour ainsi dire pas quittée, mais la jeune femme ne se rappelait pas vraiment avoir pensé à la nourriture depuis la veille au matin. Elle se sentait maintenant une faim de loup. Elle rassura Tad comme elle put, prononçant des phrases creuses qui désormais ne signifiaient plus rien pour elle, que quelqu'un allait venir, qu'on emmènerait le méchant chien, qu'il serait sauvé. L'idée de nourriture lui paraissait soudain beaucoup plus tangible. Le petit déjeuner, par exemple. Tiens, prenez le petit déjeuner. 2 œufs sur le plat, bien cuits s'il vous plaît, garçon, et des tartines. Un grand verre de jus d'orange tout frais, tellement glacé que le verre en serait tout humide. Du bacon, des céréales arrosées de crème fraîche et parsemées d'érelles, des nénelles, comme disait son père, encore une de ces absurdités loufoques qu'imitait sa mère hors d'elle. Donna sentit son estomac produire un gargouillement, et Tad éclata de rire. Le son de ce rire tellement inattendu l'étonna et la ravit. Il évoquait une rose s'épanouissant sur un tas d'ordures,
Donna sourit à son fils, se faisant mal aux lèvres. Tu as entendu ça? Je crois que tu as bien faim, toi aussi. Oui, je ne refuserais pas un œuf dur si on m'en envoyait un. Thad poussa un grognement et ils s'esclaffèrent tous les deux. Dehors, Cujo avait redressé les oreilles. Il gronda en percevant leur éclat de rire. Le chien fit mine de se lever, dans le but peut-être de charger de nouveau la voiture, puis se rassit péniblement sur son arrière-train, la tête pendante. Donna éprouvait cette sensation de légèreté et d'optimisme qui accompagnait presque toujours le lever du jour. Cette aventure allait se terminer bientôt. Le pire était passé. Les éléments avaient joué contre eux, mais tôt ou tard la chance tournerait. Thad semblait redevenir le petit garçon qu'elle connaissait. Trop pâle, durement éprouvé et extrêmement fatigué malgré ses heures de sommeil, mais c'était bien Thady à ne pas s'y tromper. Donna le serra contre elle, il lui rendit son étreinte. La jeune femme ne sentait presque plus sa douleur au ventre, quoique les griffures et les écorchures soient boursouflées et enflammées. L'état de sa jambe avait empiré, mais elle avait découvert qu'elle pouvait la plier, même si cela la faisait souffrir et réveillait l'hémorragie. Elle garderait une cicatrice. Tous deux discutèrent pendant encore une quarantaine de minutes. Donna, cherchant un moyen de garder Thad éveillé et aussi de faire passer le temps plus vite, proposa de jouer au jeu des 20 questions. L'enfant accepta avec joie. Il n'avait jamais su se lasser de ce jeu, et son problème était généralement d'arriver à décider ses parents d'y jouer avec lui. Ils en étaient à leur 4e partie quand Thad eut ses convulsions. Donna avait deviné depuis 5 questions déjà que le sujet à découvrir était Fred Redding, un petit copain de Thad, mais elle faisait traîner un peu les choses. « A-t-il des cheveux roux ?»« Non, il a... Thad se débattait soudain pour reprendre son souffle. Le manque d'air le faisait octer et râler. Donna sentit la peur lui monter à la gorge avec un goût amer et métallique. « Thad ? Thad ?» Le petit garçon suffoquait. Il porta la main à son cou, y imprimant des marques rouges. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, ne montrant plus que le bas de l'iris et un blanc légèrement luisant. « Thad !» Donna saisit son fils et se mit à le secouer. La pomme d'Adam de l'enfant montait et descendait tel un petit ours mécanique sur un bâton. Ses bras frappèrent désespérément l'air, puis il s'agrippa de nouveau la gorge, comme pour l'arracher. Il commença d'émettre des sons étranglés et bestiaux. Oubliant complètement où elle se trouvait, Donna s'accrocha à la poignée de la portière, la tira et ouvrit la porte, comme si tout ceci se passait sur un parking de supermarché et qu'elle pouvait appeler à l'aide. Cujo se leva aussitôt. Il bondit sur la voiture avant même que la portière ne fût ouverte à moitié, ce qui sauva sans doute Donna d'une mort certaine. La bête heurta la tôle qui venait à sa rencontre, fut projetée en arrière et revint à l'assaut avec un grognement terrible. Elle lâcha sur le gravier des excréments presque liquides. Donna referma la portière en poussant un hurlement. Cujo s'abattit une fois de plus sur le flanc de la Pinto, enfonçant encore un peu plus la tôle. Il recula, puis se précipita sur la vitre, l'atteignant avec un craquement sinistre. La fêlure de la vitre semblait soudain se ramifier en une douzaine de petits canaux. L'animal sauta encore une fois, et le ver sécurite s'étoila complètement, tenant encore mais commençant à montrer des signes de fléchissement. Le monde extérieur disparut brusquement derrière un voile. S'il revient... Mais Cujo abandonna, attendant de voir ce qu'allait faire Donna. Elle se tourna vers son fils. Le corps du petit garçon était agité de spasmes, comme si l'enfant subissait une crise d'épilepsie. Il arquait le dos, son derrière se soulevait hors du siège, retombait, se dressait de nouveau, s'effondrait. Son visage prenait une teinte violacée. Les veines saillaient sur ses tempes. Donna avait été secouriste pendant 3 ans, ses 2 dernières années de lycée et la première année de fac. Elle savait donc ce qui était en train de se passer. Thad n'avait pas avalé sa langue, quoi qu'en puissent dire les romans policiers les plus mélodramatiques, c'était rigoureusement impossible. Mais sa langue avait glissé à l'intérieur de sa gorge et bloquait la trachée. Thad étouffait sous les yeux de sa mère. De la main gauche, elle saisit le menton de l'enfant et lui ouvrit la bouche en grand. La panique rendait ses gestes précipités et Donna entendit claquer les tendons de la mâchoire. Elle alla chercher avec ses doigts le bout de la langue enfoncé très loin dans la cavité buccale, là où perceraient ses dents de sagesse s'il en avait un jour. La jeune femme essaya de l'attraper, mais n'y parvint pas. Il était aussi glissant qu'un bébé anguille. Elle s'efforça de coincer le bout récalcitrant entre son pouce et son index, sentant à peine le rythme incroyablement rapide de son cœur dans sa poitrine. « Je vais le perdre, pensa-t-elle. Oh mon Dieu, je vais perdre mon fils !» Les dents de Thad se refermèrent brutalement sur les doigts de sa mère, les faisant saigner en même temps que ses pauvres lèvres gercées et crevassées. Du sang lui coula sur le menton. Donna était à peine consciente de la douleur. Les pieds de l'enfant se mirent à patiner frénétiquement sur le plancher de la Pinto. Donna tenta désespérément de saisir l'extrémité de la langue. Elle la tenait, mais à nouveau elle dut la laisser échapper.
Ce chien, ce satané chien, tout est la faute de cette saloperie de chien, et je te tuerai, je le jure devant Dieu. Les mâchoires de Thad se refermèrent une fois de plus sur les doigts de sa mère, qui rattrapa la langue et cette fois-ci n'hésita pas. Elle planta ses ongles dans la chair spongieuse, et tenant la langue comme dans une tenaille, la rabattit à la façon dont une femme abaisse un pare-soleil. En même temps, elle plaça son autre main sous le menton de Thad et lui renversa la tête pour faire entrer le maximum d'air. L'enfant octa, son dur et rocailleux, qui rappelait la respiration d'un vieillard atteint d'emphysème pulmonaire. Puis il se remit à émettre des bruits étranglés. Donna le gifla. Elle ne savait quoi faire d'autre, alors elle le gifla. Thad produisit un dernier sanglot de suffocation avant de prendre une respiration accélérée et sifflante. Donna se sentait elle-même essoufflée. Des vagues de vertige la submergeaient. Sans s'en rendre compte, elle avait remué sa jambe blessée qui maintenant saignait abondamment. « Thad !» parvint-elle à prononcer. « Thad, tu m'entends ?» Le petit garçon hocha faiblement la tête, ses paupières restèrent closes. « Essaye de ne pas t'affoler, je veux que tu te détendes. »« Va à la maison, maman. Le monstre. Chut, chut, Thad, ne parle pas, et ne pense pas à des monstres. Tiens !» La formule pour le monstre était tombée par terre. La jeune femme ramassa la feuille jaune et la mit entre les mains de son fils. Thad l'agrippa avec frénésie. « Et maintenant, fais bien attention de respirer lentement et régulièrement, Thad. C'est comme ça que tu pourras rentrer à la maison. Respire lentement et régulièrement. » Le regard de Donna se posa une fois encore sur la vieille batte de baseball aux manches couvertes de Chatterton, qui gisait dans les hautes herbes à droite de l'allée. « Essaye de rester calme, Thaddy. Tu crois que tu vas y arriver ?» L'enfant fit un petit signe de tête, toujours sans ouvrir les yeux. « Il n'y en a plus pour longtemps, mon amour. Je te le jure, je te le jure. » Dehors, le jour continuait de s'éclaircir, il faisait déjà chaud. La température à l'intérieur de la voiture commença à monter. Vic arriva chez lui à 5h20. Au moment où sa femme rattrapait la langue de son fils, Vic errait dans la salle de séjour, remettant les choses en place d'un geste machinal, tandis que Bannerman, un inspecteur de la police d'État et un autre inspecteur dépendant du bureau de l'attorney général de l'État, assis sur le grand canapé, buvaient une tasse de café instantané. « Je vous ai dit tout ce que je sais, déclara Vic. Si elle n'est pas chez les gens que vous avez déjà appelés, elle n'est chez personne d'autre. » Il avait pris un balai et une pelle, ainsi que le paquet de sacs poubelles dans le cagibi de la cuisine. Il vidait maintenant des pelletées de débris de verre dans des sacs de plastique, produisant un cliquetis étouffé. À part chez Kemp, il y eut un silence gêné. Vic ne se rappelait pas avoir jamais été aussi fatigué, mais il avait l'impression qu'il ne parviendrait pas à dormir, à moins qu'on ne l'assomme. Il ne réfléchissait plus très bien. 10 minutes après son arrivée, le téléphone s'était mis à sonner, et Vic s'était littéralement jeté dessus, sans prêter attention à l'inspecteur du bureau de l'attorney, qui lui faisait doucement remarquer que le coup de fil lui était sûrement destiné. L'inspecteur se trompait, c'était Roger qui voulait savoir si Vic était bien arrivé et s'il y avait du nouveau. En fait, il y en avait, mais rien qui pût apporter des certitudes. On avait relevé des empreintes digitales dans toute la maison, et une équipe de spécialistes venue, elle aussi d'Augusta, en avait pris également dans le logement qui jouxtait l'atelier de Steve Kemp. On allait donc confronter les empreintes et savoir bientôt si le vandale était effectivement Steve Kemp. Mais tout ceci n'apprenait rien à Vic. Il sentait dans ses tripes qu'il s'agissait de Kemp. L'inspecteur de la police d'État avait retrouvé la marque du véhicule de Kemp. C'était un fourgon diesel Ford, immatriculé dans le Maine, 641-644. Le fourgon était gris clair, mais l'ex-propriétaire de Kemp, tiré de son lit à 4 heures du matin, leur avait appris qu'un désert, de petites montagnes, de plateaux et de dunes de sable, figurait sur les ailes du véhicule. À l'arrière, 2 autocollants indiquaient l'un « Retour à la nature non au nucléaire » et l'autre, pour les fans de Dallas, « Ronald Reagan s'est fait JR ». Drôle de type, ce Steve Kemp. En tout cas, les paysages et les autocollants le rendraient plus facile à repérer. Et à moins qu'il ne l'ait planqué dans un coin, on retrouverait sans doute le fourgon avant la levée du jour. Toutes les polices d'État de Nouvelle-Angleterre étaient à sa recherche, y compris celles du nord de l'État de New York. De plus, les détectives du Bureau fédéral de recherche de Boston et de Portland avaient été avertis d'un enlèvement éventuel et compulsaient maintenant leur dossier en quête du nom de Steve Kemp. Ils ne découvriraient que 3 faits mineurs datant des manifestations contre la guerre du Vietnam, une bricole par année de 1968 à 1970. « Il y a pourtant une chose qui me chiffonne dans tout ça, » fit l'inspecteur du bureau de l'attorney général. Il tenait un calepin sur ses genoux, mais Vic leur avait déjà tout dit. L'inspecteur d'Augusta se contentait de griffonner. « Pour être franc, ça me turlupine même sacrément. »« Quoi » s'enquit Vic.
Il ramassa la photo de la famille, la contempla, puis secoua le cadre au-dessus d'un grand sac pour faire tomber les tessons sur les autres débris. La voiture. Où est la voiture de votre femme? Il s'appelait Mason. Mason, avec un E, avait-il souligné en serrant la main de Vic. Il se dirigea vers la fenêtre en tapotant son calepin contre sa cuisse d'un air absent. La vieille voiture de sport de Vic était garée dans l'allée, contre le véhicule de service de Bannerman. Vic avait récupéré sa Jag à l'aéroport de Portland et y avait laissé la voiture de l'agence Avis qu'il avait conduite depuis Boston. « Mais qu'est-ce que ça a à voir ?» demanda Vic. Mason haussa les épaules. « Peut-être rien, peut-être quelque chose. Sans doute rien, mais ça ne me plaît pas. Kemp vient ici, d'accord? Il enlève votre femme et votre fils. Pourquoi? Il est fou. C'est déjà une raison suffisante. Il ne supporte pas de perdre. Peut-être même qu'avec son esprit tordu, il croyait faire une bonne plaisanterie. » Vic s'était déjà dit les mêmes choses, presque mot pour mot. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les fourre à l'arrière de son fourgon. Ensuite, soit il s'enfuit avec eux, soit il se terre quelque part. C'est ça? Oui, c'est bien ce qui m'effraie. Mason se détourna de la fenêtre pour le regarder. Alors, où est la voiture de votre femme? Eh bien, Vic s'efforçait de réfléchir. Cela lui était difficile. Il se sentait extrêmement fatigué. Peut-être... il pouvait avoir un complice qui s'est chargé de l'automobile, termina Mason. Il s'agirait à ce moment-là d'un kidnapping avec demande de rançon. S'il les a emmenés tout seul, il a dû agir sur un coup de tête. Mais s'il les a enlevés pour de l'argent, pourquoi prendre la voiture? Pour changer de véhicule? Ce serait ridicule. La Pinto est aussi peu sûre pour lui que le fourgon, même si elle est un peu moins facilement reconnaissable. Et je le répète, sans complice, s'il était tout seul, qui a conduit la voiture? Il a pu revenir la chercher, grommela l'inspecteur de la police d'État. Enfermer l'enfant et la dame quelque part, et puis revenir prendre la voiture. Cela me paraît difficile sans un complice, répliqua Mason, mais c'est sans doute faisable. Les conduire en un lieu, situé tout près d'ici, et revenir à pied chercher l'auto de Mrs. Trenton, ou encore les emmener assez loin, et ensuite faire du stop jusqu'ici. Mais pourquoi? Pour la première fois, Bannerman prit la parole. Mrs. Trenton a pu conduire la voiture elle-même. Mason fit volte-face pour le dévisager, le sourcil interrogateur. S'il a pris l'enfant avec lui? Bannerman leva les yeux vers Vic et hocha légèrement la tête. Je suis désolé, monsieur Trenton, mais si Kemp a pris l'enfant avec lui, l'a enfermé dans le fourgon en lui collant un revolver contre la tempe, et en disant à votre femme de le suivre de près, et qu'il arriverait quelque chose à l'enfant si elle essayait de lui fausser compagnie, ou de faire des appels de phare. Vic secoua la tête. Le tableau que traçait le shérif le rendait malade. Mason semblait trouver la réflexion de Bannerman irritante, probablement parce qu'il n'y avait pas pensé lui-même. Mais je le répète, dans quel but? Dit-il. Bannerman fit un geste d'impuissance. Vic ne parvenait pas non plus à trouver une seule raison justifiant que Kemp ait voulu prendre la Pinto de Donna. Mason alluma une palmale, toussa et chercha un cendrier du regard. « Excusez-moi, » fit Vic, qui une fois encore eut l'impression d'être un acteur débitant des phrases écrites par quelqu'un d'autre. « Les 2 cendriers sont cassés. Je vais vous en chercher un dans la cuisine. » Mason l'accompagna et prit un cendrier. « Cela vous dérangerait de sortir sur les marches? Il fait sacrément chaud et j'aime bien profiter des jours de juillet pendant qu'ils sont encore supportables. »« Si vous voulez, » répondit Vic mollement. En sortant, il jeta un coup d'œil sur le baromètre-thermomètre fixé sur le mur de la maison. Un cadeau que lui avait fait Donna pour Noël dernier. La température atteignait déjà 25 degrés. L'aiguille du baromètre était pointée sur « très beau ». « Essayons d'analyser encore un peu, » proposa Mason. « Tout ça m'intrigue. Nous avons donc une femme et son fils, une femme dont le mari vient de partir en voyage d'affaires. Elle a besoin d'une voiture pour se débrouiller. Elle a bien 800 mètres à faire pour descendre en ville, et pour revenir, la route est plutôt raide. Donc, si nous admettons que Kemp l'a enlevée ici, la voiture devrait être là. Mais essayons autre chose. Kemp vient ici et saccage la maison. Cela ne suffit pourtant pas à le calmer. Il tombe sur eux quelque part en ville et les emmène à ce moment-là. Dans ce cas, l'auto se trouverait toujours là où votre femme l'a garée, dans le centre-ville, ou peut-être sur le parking d'un grand magasin. Vous ne pensez pas qu'elle aurait été signalée si elle était restée là en pleine nuit? Sans doute, lui accorda Mason. Et vous n'avez pas la moindre idée d'un endroit où votre femme aurait pu la laisser, monsieur Trenton? Vic se rappela soudain. La soupape. On dirait que vous pensez à quelque chose, remarqua Mason. Ça y est, j'ai compris. La voiture n'est pas là parce qu'elle se trouve au garage Ford de South Paris. Donna avait des ennuis avec le carburateur. La soupape n'arrêtait pas de se coincer. Nous en avons parlé au téléphone lundi après-midi. Ma femme avait l'air très embêtée. Je voulais prendre rendez-vous avec un garagiste d'ici avant de partir pour faire arranger ça, mais j'ai oublié à cause de...
Vic se tut en songeant aux raisons de cet oubli. Vous avez oublié de lui prendre rendez-vous ici, alors elle serait allée jusqu'à South Paris? Oui, je crois. Il ne se souvenait plus très bien de ce qu'il s'était dit au téléphone, à part que Donna avait eu peur que la voiture ne tombe en panne sur la route en allant au garage. Mason regarda sa montre et se leva. Vic allait l'imiter. Non, restez là. Je vais juste donner un petit coup de fil, je reviens. Vic obéit. La porte vitrée claqua derrière Mason. Le bruit lui rappela tellement Thad que Vic tressaillit et dut serrer les dents pour retenir ses larmes. Où était-il? Cette histoire de Pinto disparu ne l'avait pas laissé espérer longtemps. Le soleil était haut maintenant. Il jetait une lumière rosée sur les maisons et les rues qui s'étiraient jusqu'au bas de la colline. Il effleurait le portique sur lequel Vic avait tant de fois poussé son fils. Tout ce que désirait Vic maintenant était de pousser encore Thad sur sa balançoire, sa femme à côté de lui. Il pousserait à en avoir les mains coupées si Thad le demandait. « Papa, je veux faire le tour, je veux toucher le ciel. » Cette voix dans sa tête le glaça. On eût dit une voix de fantôme. La porte vitrée se rouvrit un instant plus tard. Mason s'assit près de lui et alluma une nouvelle cigarette. « Le garage Ford de South Paris, commença-t-il. C'est bien celui-là? »« Oui, c'est ça. Nous leur avons acheté la voiture. J'ai tenté le coup et les ai appelés. J'ai eu de la chance, le gérant était déjà arrivé. Votre Pinto n'est pas là-bas et personne ne lui a amené récemment. Qui est le garagiste local? »« Joe Camber, répondit Vic. Elle a dû lui porter la voiture quand même, après tout. Donna ne voulait pas y aller parce qu'il est installé dans un trou complètement paumé et qu'il ne répondait pas au téléphone quand elle a appelé. Je lui ai dit qu'il devait être là, malgré tout, en train de travailler dans son garage. C'est une grange transformée et je ne crois pas qu'il y ait le téléphone à l'intérieur. En tout cas, il ne l'avait pas la dernière fois que j'y suis allé. »« Nous vérifierons, déclara Mason. Mais la Pinto ne doit pas s'y trouver non plus, monsieur Trenton. Vous pouvez en être sûr. »« Et pourquoi pas? »« Ce ne serait pas logique, rétorqua Mason. J'étais quasiment certain qu'elle ne serait pas à South Paris non plus. Écoutez, tout ce que nous avons dit auparavant reste vrai. Une jeune femme avec un enfant a besoin d'une auto. Imaginons qu'elle ait conduit sa voiture au garage de South Paris et qu'on lui ait dit là-bas que la réparation prendrait 2 jours. Comment fait-elle pour rentrer? Eh bien, le garage lui prête une voiture. Ou s'il refuse, je suppose qu'ils peuvent lui en louer une, parmi les moins chères. D'accord, magnifique. Alors où est-elle? Vic fouilla l'allée du regard, comme s'il s'attendait à la voir apparaître. Kemp n'aurait pas plus de raison de filer avec la voiture prêtée à votre femme que de fuir avec sa Pinto, expliqua Mason. Cela éliminait d'avance l'hypothèse du garage de South Paris. Et maintenant, si l'on admet qu'elle est allée chez Joe Camber, il peut lui prêter une vieille ferraille pour qu'elle parte faire un tour le temps qu'il termine la réparation. Mais alors, nous revenons toujours au même point. Où est la guimbarde? Donc, disons qu'elle est bien allée chez Joe Camber et que Camber doit garder la voiture un moment, mais n'a rien à lui prêter pour rentrer. Votre femme appelle alors un ami, et cet ami vient la chercher. Vous me suivez? Oui, bien sûr. Reste à savoir donc qui est l'ami. Vous nous aviez donné une liste et nous les avons tous tirés du lit. On a déjà eu la chance qu'ils soient tous là. On est en été, après tout. Personne n'a parlé d'avoir ramené votre petite famille d'où que ce soit. En fait, personne ne semble les avoir vus après lundi matin. Bon, ça sert à quoi de pinailler comme ça, s'enquit Vic. Téléphonons à Camber pour en avoir le cœur net. Attendons 7 heures, répliqua Mason. Il ne reste plus qu'un quart d'heure. Laissez-lui le temps de se passer de l'eau sur la figure et de se réveiller un peu. Les gérants de garage ont l'habitude de pointer de bonne heure, mais ce type-là est indépendant. Vic haussa les épaules. Tout ceci ne menait à rien. Kemp tenait Donna et Thad. Ses triples lui disaient, tout comme elle lui avait dit que c'était Kemp qui avait foutu la maison en l'air et éjaculé sur son lit. Bien sûr, il ne s'agit pas forcément d'un ami, reprit Mason d'un ton rêveur en contemplant la fumée de sa cigarette qui se dispersait dans l'air matinal. Il y a tout un tas de possibilités. Elle a pu amener la voiture là-bas et y rencontrer par hasard quelqu'un qu'elle connaissait vaguement et qui lui a proposé de la reconduire en ville. Ou Camber a pu les ramener lui-même. Ou sa femme. Il est marié. Oui, acquiesça Vic, qui alluma lui aussi une cigarette. Mais tout ceci n'a pas beaucoup d'importance en fait, car la question subsiste toujours, où est la bagnole? Cela ne change rien à la situation. Une femme et un gosse tout seuls, elle doit bien faire des courses, aller chez le teinturier, à la poste, se rendre dans un tas d'endroits différents. Si son mari n'était parti que pour quelques jours, une semaine à la rigueur, elle aurait pu essayer de se débrouiller sans. Mais 10 jours, même 15, cela représente une sacrée trotte pour une ville où il n'y a qu'un seul taxi. Les gens d'ici sont trop contents de vous louer une voiture, et même de vous la conduire à domicile dans ce genre de situation. Votre femme aurait pu demander à l'agence Avis ou Hertz de lui en amener une ici, ou chez Camber. Mais alors, où est la voiture de location? J'en reviens toujours là.
Il y aurait dû y avoir un véhicule dans ce jardin, vous comprenez? Je ne pense pas que ce soit important, déclara Vic. Oh, vous avez probablement raison. Nous finirons par trouver une explication très simple et dirons Oh, comment avons-nous pu être aussi bêtes? Mais ça m'intrigue curieusement. C'était la soupape, vous disiez. Vous en êtes sûr? Oui, tout à fait. Mason secoua la tête. Et pourquoi se serait-elle compliqué la vie avec ces histoires de prêt ou de location? Préparer une soupape ne prend pas plus d'un quart d'heure à quelqu'un qui a les outils et qui s'y connaît. Le temps d'arriver et de repartir. Alors où est donc cette satanée bagnole? Termina Vic d'un ton là. La réalité ne lui parvenait plus que par vagues maintenant. Pourquoi n'iriez-vous pas vous allonger un peu? Proposa Mason. Vous avez l'air vidé. Non, je veux être là si jamais il se passe quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un viendra vous réveiller. Les types du bureau fédéral doivent venir poser un système d'écoute sur votre téléphone. En général, ils font suffisamment de bruit pour réveiller un mort. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Vic se sentait trop épuisé pour éprouver autre chose qu'une terreur confuse. Vous croyez que tout ce fourbi de table d'écoute risque de servir? Mieux vaut en avoir un et ne pas devoir s'en servir que de ne pas en avoir et en avoir besoin, répondit Mason en jetant sa cigarette. Prenez un peu de repos, ça vous aidera, Vic. Allez. Ok, c'est bon. Vic monta lentement au premier. Le lit était nu, il avait lui-même enlevé toute la literie. Il installa 2 oreillers de son côté, retira ses chaussettes et s'allongea. Le soleil matinal brillait déjà cruellement à travers la vitre. Je ne parviendrai pas à dormir, songea-t-il. Mais je vais me reposer, je vais essayer en tout cas. Un quart d'heure, une demi-heure peut-être. Mais quand la sonnerie du téléphone le réveilla, il était déjà midi passé et il régnait une chaleur étouffante. Charity Camber avala son café puis appela Alva Thornton à Castle Rock. Cette fois-ci, ce fut Alva lui-même qui répondit. Il savait déjà qu'elle avait parlé à Bessie la veille au soir. Non, fit Alva. J'ai pas vu Joe et il m'a pas téléphoné non plus depuis, le jeudi de la semaine dernière, Charity. Il me ramenait un pneu de tracteur qu'il m'avait réparé. Il n'a pas causé d'aller donner à manger à Cujo. Pourtant, ça aurait été de bon cœur. Alva, ça t'embêterait de monter jusqu'à la maison pour jeter un coup d'œil sur le chien? Brett l'a aperçu lundi matin, juste avant qu'on parte chez ma sœur, et il lui a trouvé l'air malade. Et je ne vois vraiment pas à qui Joe a pu demander de le nourrir. Enfin, comme tous les gens de la campagne, elle ajouta « Surtout, prends ton temps. » Oh, je vais monter voir, promit Alva. Je donne à manger et à boire à cette maudite volaille et j'y vais. Oh, ce serait vraiment gentil, lui dit Charity d'un ton reconnaissant. Je te remercie beaucoup. Ils échangèrent encore quelques phrases, concernant principalement le temps. La chaleur qui durait commençait à inquiéter Alva à cause de ses poulets. Charity finit par raccrocher. Brett leva le nez de son bol de céréales dès que sa mère entra dans la cuisine. Jim Junior était occupé à faire des ronds sur la table avec son verre de jus d'orange, tout en bavardant comme une pie. L'idée l'avait pris au cours des dernières 48 heures que Brett était un proche parent du bon Dieu. « Alors » interrogea Brett. « Tu avais raison, ton père n'a rien demandé à Alva. » Elle vit la déception et l'anxiété se peindre sur les traits de son fils et poursuivit. « Mais il va monter voir ce matin même, dès qu'il se sera occupé de ses poules. Je lui ai laissé le numéro cette fois-ci, et il a dit qu'il rappellerait de toute façon. »« Merci, maman. » Dans un grand bruit de chaises, Jim se leva de table pour rejoindre Holly, qui lui criait de monter s'habiller. « Tu viens avec moi, Brett ?» Brett sourit. « Je t'attends là, boxeur. »« D'accord. » Jim partit en courant et en trompettant. « Maman, Brett dit qu'il m'attend. Brett va attendre que je sois habillé. » Un bruit de troupeau d'éléphants dans l'escalier. « Il est très mignon, remarqua Brett, l'air désinvolte. »« Je pensais, commença Charity, que nous pourrions rentrer un peu plus tôt. Cela t'irait ?» Le visage de l'enfant s'illumina, et malgré toutes ses bonnes résolutions, cette joie évidente contraria légèrement Charity. « Quand ?» demanda-t-il. « Que penserais-tu de demain ?» Elle avait eu l'intention de proposer vendredi. « Super, mais... » Il la regarda attentivement. « Tu crois que tu es restée assez longtemps, maman? Enfin, c'est ta sœur. » Charity songea aux cartes de crédit, au jukebox que le mari de Holly avait enfin pu s'offrir, mais elle ne savait pas remettre en état. C'était ce qui avait marqué Brett, et d'une certaine façon, elle aussi, sans doute. Peut-être avait-elle considéré tout ceci à travers le regard de Brett, à travers celui de Joe. Cela suffisait. « Oui, répondit-elle, je pense que ça ira comme ça. Je le dirai à Holly ce matin. »« Très bien, maman. » Il lui jeta un coup d'œil un peu timide. « Mais j'aimerais bien revenir, tu sais. Je les aime bien, vraiment. Et le gamin, il est vraiment mignon. Peut-être qu'il pourrait venir nous voir un jour. »« Bien sûr. » Charity le regarda, à la fois surprise et reconnaissante. « Joe ne refuserait sûrement pas cela. »« Oh oui, on pourra sans doute arranger ça. »« D'accord. Tu me raconteras ce que t'aura dit M. Thornton. »« Promis. » Mais Alva ne rappela jamais.
Pendant qu'il nourrissait ses poules ce matin-là, le moteur de son climatiseur sauta et il dut combattre toute la journée pour tenter de sauver sa volaille avant qu'elle ne succombe à la chaleur. Donna Trenton aurait pu prendre ce désastre pour un nouveau coup du sort, ce destin qu'elle voyait se refléter dans les yeux vitreux et meurtriers de Cujo. Le temps que l'air conditionné soit rétabli, il était 4 heures de l'après-midi. Alva Thornton avait perdu 62 poules dans l'histoire et estimait s'en tirer à bon compte, et la lutte qui se déroulait dans le jardin des Camber écrasé de soleil avait déjà pris fin. Andy Mason était l'homme en vue du bureau de l'attorney général du Maine, et certains prédisaient qu'un jour, et même un jour très proche, il dirigerait le service criminel du bureau. En fait, Andy Mason visait beaucoup plus haut que cela. Il espérait bien devenir attorney général en 1984 et se trouvait en position de briguer le poste de gouverneur dès 1987. Et lorsqu'on a assumé les fonctions de gouverneur d'État pendant 8 ans, tout peut arriver. Il était issu d'une famille nombreuse, très modeste. Il avait grandi avec ses 3 frères et ses 2 sœurs dans un gourbi des banlieues pauvres de la petite ville appelée Lisbonne. Ses frères et sœurs avaient suivi la route, ou descendu la pente, qui leur était logiquement réservée. Seul Andy Mason et son plus jeune frère, Marty, avaient réussi à terminer leurs études secondaires. Roberta avait semblé un moment devoir les imiter, mais elle s'était fait engrosser après un bal au cours de sa dernière année. Elle avait dû quitter le lycée pour épouser le garçon, qui à 29 ans avait encore la figure couverte de boutons, buvait sa bière à même la canette et se montrait brutal avec elle et le gosse. Marty, lui, se tua dans un accident de voiture sur la route 9 à Durham. Avec des copains complètement ivres, il avait essayé de prendre le virage serré de Sirois Hill à plus de 110 km/h. La Camaro avait fait 2 tonneaux avant de prendre feu. Andy était donc le crack de la famille, mais sa mère ne l'avait jamais aimé. Elle le craignait un peu. Quand elle parlait de lui à ses amis, elle disait souvent « Andy a un cœur de pierre », et elle n'exagérait pas. Il contrôlait toujours le moindre de ses sentiments, se tenait continuellement sur la réserve. Il savait depuis tout petit que, n'importe comment, il parviendrait au bout de ses études et deviendrait homme de loi. Les hommes de loi gagnaient beaucoup d'argent. Ils travaillaient avec logique et Andy ne jurait que par la logique. Il considérait chaque événement comme un point d'où partait un nombre limité de possibilités. Au bout de chaque voie de possibilités se trouvait un autre point, et ainsi de suite. Cette philosophie du pointillé l'avait plutôt bien servi jusqu'à présent. Après une scolarité brillante de bout en bout, il obtint une bourse d'études et aurait pu choisir n'importe quelle université. Il opta pour celle du Maine, rejetant ainsi un éventuel diplôme à Harvard, car il avait déjà prévu de commencer sa carrière à Augusta et ne voulait pas qu'un de ces bouseux en bottes de caoutchouc et gros anoraks lui renvoie un jour Harvard en pleine figure. En cette chaude matinée de juillet, tout se passait selon un emploi du temps minutieux. Il reposa le combiné du téléphone de Vic Trenton. Personne ne répondait chez les Camber. L'inspecteur de la police d'État et Bannerman étaient toujours là, attendant des instructions tels des chiens bien dressés. Mason avait déjà travaillé avec Townsend, le type de la police d'État, et il s'entendait bien avec lui. Quand vous disiez « cherche », Townsend se mettait à chercher. Bannerman, lui, était nouveau, et ne lui plaisait pas beaucoup. Il avait les yeux un peu trop brillants, et la façon dont il avait brusquement émis l'idée que Kemp aurait pu soumettre la femme en se servant du gosse, eh bien, ces idées-là, Andy Mason ne les acceptait que venant de lui-même. Tous 3 restèrent donc assis sur le canapé, sans mot dire, attendant que les types du bureau fédéral arrivent avec leur matériel de repérage téléphonique. Andy réfléchit à l'affaire. C'était peut-être beaucoup de bruit pour rien, mais il pouvait s'agir de quelque chose de plus grave. Le mari était persuadé qu'on avait enlevé sa femme et son fils, et n'accordait aucune importance à l'absence de la voiture. Il restait obnubilé par la certitude que Steve Kemp retenait sa famille. Andy Mason n'en était pas si sûr. Camber ne se trouvait pas chez lui, il n'y avait personne là-haut. Peut-être était-il parti en vacances. Cela paraissait vraisemblable. Juillet était le mois de congé par excellence, et la jeune femme avait dû trouver porte close. Camber aurait-il accepté de prendre sa voiture s'il partait en vacances? Peu probable. La Pinto ne serait sans doute pas là-bas. Il faudrait pourtant vérifier, et il restait une éventualité qu'Andy avait préféré taire à Vic. Imaginons qu'elle ait effectivement conduit la voiture jusqu'au garage Camber. Imaginons que quelqu'un lui ait proposé de la ramener. Pas un ami, ni une connaissance, pas Joe Camber, ni sa femme non plus, mais un étranger. Andy entendait déjà Trenton s'écrier « Oh non, ma femme n'accepterait jamais de monter avec un étranger !» Mais pour parler crûment, elle avait accepté de se laisser monter plusieurs fois par Steve Kemp, qu'elle ne connaissait pas vraiment. En supposant que l'homme se soit montré amical, et qu'elle ait été pressée de ramener son fils à la maison, elle aurait pu accepter. Et cet homme si sympathique et souriant n'était peut-être qu'une espèce de sadique. Il y avait déjà eu Frank Dodd ici à Castle Rock. Le charmant chauffeur avait pu les laisser dans un buisson, la gorge tranchée, avant de leur lancer un de ses joyeux saluts. Si c'était le cas, alors la Pinto était chez Camber.
Andy ne pensait pas que cette possibilité-là fût véritablement plausible, mais il fallait l'envisager. Il aurait envoyé un homme chez Camber de toute façon, par pure routine, mais il aimait savoir dans quel but il faisait les choses. Il se dit qu'ainsi, il pourrait éliminer le garage Camber de la construction logique et ordonner qu'il était en train d'élaborer. L'inspecteur supposait que la jeune femme avait pu arriver là-haut, s'apercevoir que les Camber étaient partis, et puis que la voiture avait choisi ce moment-là pour la lâcher tout à fait. Mais la route municipale numéro 3 de Castle Rock n'était quand même pas le bout du monde. Donna Trenton aurait pu marcher avec son fils jusqu'à la maison la plus proche pour téléphoner. Or, elle ne l'avait pas fait. « Monsieur Townsend, commença Mason de sa voix douce, vous allez, le shérif Bannerman et vous, monter jusqu'au garage de Joe Camber. Là, vous vérifierez les 3 points suivants. S'il ne se trouve pas là-bas de Pinto bleu immatriculé 218-864, si Donna et Theodore Trenton n'y sont pas non plus, et enfin si les Camber sont bien partis. Compris ? Très bien, répondit Townsend. Voulez-vous, je ne vous demande que ces 3 points, l'interrompit doucement Mason. Il n'appréciait pas la manière dont le regardait Bannerman, cette sorte de mépris fatigué. Cela le gênait. Si jamais vous découvrez l'un de ces 3 points sur place, appelez-moi ici. Si je ne suis pas là, j'aurai laissé un numéro où me joindre. Compris ? Le téléphone se mit à sonner. Bannerman décrocha, écouta, puis tendit le combiné à Andy Mason. « Pour vous, grand chef. » Ils se regardèrent droit dans les yeux, par-dessus le téléphone. Mason crut que Bannerman allait baisser les siens, mais il n'en fit rien. Andy finit par prendre le combiné. L'appel venait du poste de police de Scarborough. On avait retrouvé Steve Kemp. Il n'y avait ni femme ni enfant avec lui. Son fourgon avait été repéré dans la cour d'un petit motel à Twickenham, dans le Massachusetts. Après avoir vu le mandat d'arrêt, Kemp avait donné son nom, puis n'avait plus dit un mot, refusant de parler sans la présence d'un avocat. Andy Mason jugea tout ceci de très mauvais augure. « Townsend, venez avec moi, dit-il. Vous pourrez vous en sortir tout seul pour le garage Camber, n'est-ce pas, shérif ?»« Oh, c'est ma ville, ici, répondit Bannerman. Andy Mason alluma une cigarette et observa le shérif à travers la fumée. « Vous avez des problèmes avec moi, shérif ?» Bannerman sourit. « Rien d'insurmontable. »« Bon sang, je ne peux pas saquer ces paysans, songea Mason en regardant Bannerman s'éloigner. Mais il est hors du coup maintenant. Le bon Dieu a parfois des petites attentions. » Bannerman se glissa derrière son volant, mit la voiture de police en route et sortit en marche arrière du jardin des Trenton. Il était 7h20. La façon dont Mason l'avait écarté de la scène l'amusait presque. Eux partaient vers le cœur de l'action, lui faisait route vers nulle part. Mais le vieux Hank Townsend allait devoir écouter les conneries de Mason toute la matinée, alors peut-être n'était-il pas si mal loti après tout. George Bannerman remonta sans se presser la route 117, en direction de la route Maple-Sugar, sirène et gyrophare éteints. C'était vraiment une belle journée d'été, il ne voyait aucune raison de se dépêcher. Tad et Donna Trenton dormaient. Ils avaient adopté une position très semblable, celle plutôt inconfortable que prennent les passagers contraints de passer de nombreuses heures dans des cars fédéraux. La tête affalée dans le creux de l'épaule, côté gauche pour Donna, droit pour Tad. Les mains de l'enfant reposaient sur ses cuisses comme 2 poissons échoués sur le sable. Elle tressaillait parfois. Sa respiration était pénible. Ses lèvres crevassées, ses paupières violacées. Un trait de salive partant du coin de la bouche et suivant la courbe douce de sa mâchoire avait commencé de sécher. Donna ne parvenait qu'à somnoler. Malgré son épuisement, les crampes, la douleur à sa jambe, à son ventre et maintenant ses doigts, Tad l'avait en fait mordue jusqu'à l'os, ne la laissait pas s'endormir plus profondément. Ses cheveux pendaient de son crâne en cordes graisseuses. La gaze sur sa jambe gauche était de nouveau trempée, et la chair autour des blessures superficielles de son ventre avait pris une vilaine teinte rougeâtre. La jeune femme respirait difficilement, mais pas autant que Tad. Tad Trenton était au bout de ses forces. Il arrivait à un stade de déshydratation avancée. Son organisme avait perdu des électrolytes, des chlorures et du sodium en transpirant. Rien n'était venu les remplacer. Ses moyens de défense interne tombaient les uns après les autres, et le petit garçon entrait maintenant dans l'ultime phase qui précédait la fin. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil, ténu, tremblant, prêt à se rompre au moindre souffle de vent. Dans ses rêves fiévreux, il voyait son père le pousser sur la balançoire, de plus en plus haut, mais au lieu du jardin de sa maison, la mare au canard s'étendait devant le portique, et la brise était fraîche sur son front brûlé par le soleil, ses yeux douloureux, ses lèvres gercées. Cujo dormait lui aussi. Il était couché sur l'herbe, près du porche, son museau mutilé posé sur les pattes de devant. Il faisait des rêves confus, des rêves de dément. Le crépuscule tombait, et le ciel était noir de chauves-souris aux yeux rouges. Il ne cessait de bondir vers elle, et à chaque fois en attrapait une, plantant ses crocs dans l'aile membraneuse agitée de mouvements saccadés.
Mais les chauves-souris ne cessaient d'enfoncer leurs petites dents acérées dans les chairs fragiles de sa gueule. La douleur venait précisément de là. Toutes ses souffrances venaient de là. Mais il les tuerait toutes. Il s'éveilla soudain. Il dressa la tête que ses pattes protégeaient depuis un long moment. Une voiture approchait. Pour son ouïe trop sensible, le bruit du moteur était terrible, intolérable. Il lui semblait entendre le bourdonnement de quelque énorme insecte, prêt à lui injecter son venin. Le chien réussit à se lever sur ses pattes en gémissant. Ses jointures paraissaient emplies de bouts de verre. Cujo jeta un coup d'œil vers l'automobile immobilisée. Il distinguait la forme figée de la tête de la femme à l'intérieur. Avant, Cujo n'avait aucun mal à regarder par la fenêtre et à voir la femme, mais elle avait fait quelque chose à la vitre, et maintenant c'était devenu très difficile. Elle pouvait bien faire ce qu'elle voulait avec les carreaux, de toute façon elle ne pouvait pas sortir, et le garçon non plus d'ailleurs. Le ronronnement approchait, la voiture grimpait la colline, mais s'agissait-il vraiment d'une voiture, ou bien d'une abeille géante, ou d'une guêpe qui allait fondre sur lui, le piquer, aggraver encore sa douleur? Mieux valait attendre de voir. Cujo se glissa sous le porche où il avait si souvent trouvé refuge les chaudes journées d'été par le passé. L'endroit était envahi par les feuilles pourries des automnes précédents, feuilles qui dégageaient une odeur qu'il trouvait habituellement douce et extrêmement agréable. Ce parfum lui apparaissait aujourd'hui trop puissant, écœurant, suffocant, à la limite de l'insupportable. L'animal se mit à gronder et à baver. Si les chiens avaient le pouvoir de tuer les odeurs, Cujo aurait certainement tué celle-ci. Le ronronnement semblait très proche maintenant. Puis une voiture surgit dans l'allée, une auto au flanc bleu foncé et au toit blanc, surmonté de lumière. S'il y avait une chose que Bannerman ne s'attendait pas à voir en pénétrant dans le jardin des Camber, c'était bien la Pinto de la disparue. George n'était pas un imbécile, et si la logique en pointillé de Mason l'avait agacé, il avait déjà eu affaire à toute l'horreur du cas Frank Dodd, et savait que parfois la logique n'existait pas. Il était arrivé en gros aux mêmes conclusions, quoique de façon plus intuitive. Il croyait, tout comme Mason, qu'il y avait très peu de chances pour que la femme de Trenton et son fils puissent se trouver là, mais en tout cas la voiture y était. Bannerman s'apprêtait à prendre le micro fixé sous son tableau de bord, quand il se ravisa, préférant aller d'abord inspecter l'automobile. De là où il était placé, soit juste derrière la Pinto, il lui était impossible de déterminer s'il y avait quelqu'un ou non à l'intérieur. Les dossiers des sièges montaient un peu trop haut, et les deux occupants avaient légèrement glissé dans leur sommeil. Le shérif sortit de son véhicule en refermant la portière derrière lui. Avant d'avoir fait 2 pas, il se rendit compte que la vitre côté conducteur n'était plus qu'un puzzle gauchi de petits morceaux de verre. Son cœur commença à battre plus vite, et sa main s'approcha de la crosse de son 38 Special Police.